Bonjour et je vous souhaite la bienvenue où que vous soyez dans le monde pour nous écouter. Je vous souhaite la bienvenue, je suis Christiane Mayer et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse sur la Covid-19. L'interprétation simultanée est assurée en 6 langues officielles des Nations Unies, arabe, chinois, français, anglais, espagnol et russe, ainsi qu'en portugais et en hindi. J'aimerais maintenant vous présenter les participants qui sont présents dans la salle. Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, le Dr Maria von Kerkhove, directrice technique pour la Covid-19, le Dr Bruce Elwood, conseiller spécial du directeur général et responsable de l'accélérateur ACT, et Dr Kate O'Brien, directrice du département vaccination, vaccins et produits biologiques. À distance, nous avons également le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme chargé du programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire, et le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef. Je donne maintenant la parole au directeur général. Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir. En janvier et en février, le monde a été témoin de 6 semaines consécutives pendant lesquelles les cas ont diminué. Maintenant, nous constatons que depuis 7 semaines, les cas augmentent et depuis 4 semaines, le nombre de décès augmente. La semaine dernière, nous avons enregistré la plus grande augmentation, le plus grand nombre de cas en une seule semaine depuis longtemps. Plusieurs pays d'Asie et du Moyen-Orient ont constaté des augmentations considérables du nombre de cas. Et ceci, bien que plus de 780 millions de doses de vaccins aient été administrées au niveau mondial. Ne nous y trompons pas. Les vaccins sont un outil vital et puissant. Mais ce n'est pas le seul outil. Nous le constatons jour après jour, semaine après semaine, et nous ne cesserons de le répéter. La distanciation physique fonctionne, de même que les masques, l'hygiène des mains, la ventilation, la surveillance, les tests, la recherche des contacts, l'isolement, la quarantaine accompagnée et les soins compassionnels, tout cela marche et permet de stopper les infections et de sauver des vies humaines. Mais la confusion, l'autosatisfaction et l'incohérence en matière de mesures de santé publique et de leur application sont le moteur de la transmission et coûtent des vies humaines. Nous avons besoin d'une approche à la fois cohérente, coordonnée et globale. De nombreux pays dans le monde ont montré que ce virus pouvait être stoppé et endigué en recourant à des mesures de santé publique qui ont fait leurs preuves. Ils ont également montré qu'il fallait s'appuyer sur des systèmes solides qui permettent de riposter rapidement et de manière cohérente. En conséquence, nombre de ces pays ont réussi à maîtriser la Covid-19 et leur population peut maintenant profiter des événements sportifs, des concerts, des restaurants et rencontrer les membres de leur famille et leurs amis en toute sécurité. L'OMS ne souhaite pas que les confinements s'éternisent. Les pays qui s'en sont le mieux sortis ont adopté un ensemble de mesures adaptées, mesurées, souples et fondées sur des données probantes. Nous aussi, nous souhaitons que les sociétés et les économies rouvrent et que le voyage et le commerce reprennent. Mais à l'heure actuelle, les unités de soins intensifs dans de nombreux pays sont débordées et des gens meurent. Or, cela est totalement évitable. Dans certains pays, bien que la transmission se poursuive, les restaurants et les nightclubs sont pleins, les marchés sont ouverts et envahis de personnes qui ne prennent pas beaucoup de précautions. Certaines personnes semblent considérer que, puisqu'elles sont relativement jeunes, peu importe si elles contractent la Covid-19. Cette maladie, ce n'est pas la grippe. Des gens jeunes et en bonne santé sont morts. Et nous ne comprenons pas encore complètement les conséquences à long terme de l'infection chez ceux qui ont survécu. Nombre de personnes qui ont connu même une pathologie légère
font état de symptômes à long terme tels que la fatigue, la faiblesse, une sorte de brouillard cérébral, des vertiges, de l'insomnie, de la dépression, de l'anxiété, des douleurs dans les articulations, une oppression de la poitrine et bien d'autres symptômes encore. Cette pandémie est loin d'être terminée, mais nous avons de nombreuses raisons d'être optimistes. La diminution du nombre de cas et de décès pendant les 2 premiers mois de l'année nous montre que ce virus et ses variants peuvent être stoppés. Grâce à un effort concerté permettant d'appliquer des mesures de santé publique alliées à une vaccination équitable, nous pouvons maîtriser cette pandémie en quelques mois. Allons-nous le faire ou pas? Cela dépend des décisions et des mesures que les gouvernements et que les individus adoptent chaque jour. C'est à nous de décider. Merci Christian, je vous cède à nouveau la parole. Merci beaucoup Dr Tedros. Nous allons maintenant ouvrir le débat pour entendre vos questions. Si vous souhaitez poser une question, je vous demande de lever la main en utilisant la petite icône appropriée. Nous avons une longue liste d'orateurs. Donc nous allons commencer par Agnès Pedrero de l'AFP. Vous avez la parole. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci. Dr Tedros, vous avez participé à un sommet sur la fabrication des vaccins en Afrique aujourd'hui. Je crois qu'il y aura une autre réunion de haut niveau entre l'OMS et l'OMC ainsi que les fabricants de vaccins cette semaine. Je voulais par conséquent savoir s'il y a des progrès sur le terrain et si vous pouvez nous donner quelques détails concernant cette question. Est-ce que nous pouvons penser qu'il y aura une augmentation de la production des vaccins dans la période à venir? Merci. Merci beaucoup. Le docteur Elwood va répondre pour commencer. Merci beaucoup. Oui, la réunion d'aujourd'hui était particulièrement importante. Il s'agissait d'un sommet qui a été convoqué par les chefs d'État de l'Union africaine pour discuter des mesures que nous pouvons prendre rapidement et concrètement afin de mettre en place une capacité de production sur le continent africain. Et ce que nous pouvons faire à moyen terme et à long terme pour augmenter la production pour l'Afrique et peut-être même pour aller au-delà potentiellement. Je crois que ce que nous avons constaté pendant cette réunion, c'est que les chefs d'État du continent africain étaient très sérieux sur cette question et qu'ils souhaitaient que l'on agisse très rapidement sur ce point. Je sais qu'il faut un certain temps pour que tout soit prêt, pour que les capacités soient mises en place, mais à partir du moment où l'on a la volonté politique de débloquer les ressources indispensables, nous pouvons anticiper que les choses évolueront beaucoup plus rapidement que nous n'aurions pu le prévoir. Mais la réunion se poursuit, elle va se poursuivre pendant un certain temps encore, et je pense que nous pourrons aboutir à des décisions quant aux mesures à prendre ultérieurement. Merci. Le docteur Soumya Swaminathan souhaite ajouter quelque chose. Docteur Soumya Swaminathan, vous avez la parole. Merci. Je voulais simplement ajouter quelques mots à ce qui a été dit par le docteur Aylward. L'OMS ainsi que ses partenaires du mécanisme COVAX, l'UNICEF, la Gavi et d'autres partenaires encore, par exemple la fondation Bill et Melinda Gates, travaille maintenant sur une proposition tendant à renforcer les capacités de fabrication du vaccin et également des médicaments dans les régions du monde où il n'y a pas de capacité de production ou très peu de capacité de production. Nous constatons qu'il y a un très fort déséquilibre dans la chaîne logistique.
L'Union africaine, comme vous venez de l'entendre à l'instant, tient vraiment à investir dans ses infrastructures et dans ses capacités. Évidemment, cela va prendre du temps parce qu'il faut non seulement bâtir des infrastructures physiques, mais il faut aussi mettre en place les ressources humaines formées qui sont nécessaires et qui ont les compétences indispensables parce que la mise au point d'un vaccin est une entreprise très complexe. Donc il faudra également former le personnel. Et ce qu'ils souhaitent également, c'est un transfert de technologie de la part des instituts et des laboratoires qui ont les technologies nécessaires. Comme vous le savez, maintenant, il y a des vaccins à ARN messager et des vaccins à vecteurs viraux. Je pense que ces vaccins peuvent être modifiés rapidement pour s'adapter à de nouveaux agents pathogènes. Donc, dans les semaines et les mois à venir, nous allons lancer un programme pour essayer de mettre cela sur pied en partenariat avec l'Union africaine, mais également avec d'autres régions du monde qui pourraient être intéressées. Merci. Merci beaucoup, Dr Swaminathan. Nous allons maintenant donner la parole au journaliste suivant, Donato Domatini du Financial Times. Vous avez la parole. Hey, can you hear me? Yes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez d'autres commentaires concernant le mélange de vaccins qui a été évoqué en Chine? Apparemment, il n'y aurait pas encore suffisamment de données. Et puis, j'ai également une autre question à vous poser. Quel est le statut actuel des vaccins chinois concernant l'évaluation faite par l'OMS? Est-ce que vous êtes en train d'examiner ces vaccins? Dr Elwood, merci beaucoup. Je vais répondre à la deuxième partie de la question et Kate prendra la première partie. Pour ce qui est des produits chinois, nous en avons parlé la semaine dernière. L'OMS, depuis la fin de l'année dernière, depuis la fin de 2020, a lancé un appel à manifestation d'intérêt adressé à toute société qui a des essais cliniques avancés. C'est lancé dans un travail de fabrication de vaccins pour travailler avec l'OMS pour procéder à un examen régulier de ces produits pour que nous puissions le plus rapidement possible vérifier s'ils peuvent être inscrits sur la liste d'utilisation d'urgence de l'OMS et donc être recommandés par l'OMS. À ce stade, 2 des vaccins chinois sont à un stade avancé de ce type d'évaluation, le Sinopharm et le Sinovac. Vous savez que nous avons une équipe en Chine qui a passé quasiment un mois, en janvier et février, pour inspecter les installations, les pratiques de fabrication, etc. Et ceci étant fait, il y a quelques étapes qui viennent après. Et on a bon espoir que l'un de ces produits soit soumis au groupe consultatif technique qui s'occupe de l'inscription pour l'utilisation d'urgence. Cet examen devrait avoir lieu à la fin du mois et le produit pourrait être inscrit sur la liste rapidement par la suite. Kate va répondre à l'autre question. Oui, pour ce qui est de cette question de mélange de vaccins, lorsque la deuxième dose serait faite avec un vaccin différent de la première, nous n'avons aucune donnée à ce stade sur un protocole de mélange quel qu'il soit, même si de par le monde ces cas existent, des cas de première dose différents de la deuxième. Nous aimerions des études sur ces protocoles parce que d'un point de vue des approvisionnements et d'un point de vue programmatique aussi, où un grand nombre de pays ont plusieurs produits à disposition, parfois 4 ou 5, ça pourrait être très utile de disposer de ce genre de données pour savoir quelle est la meilleure façon d'utiliser ces vaccins. Nous encourageons au lancement de ces études sur les mélanges entre vaccins, mais il faut que ce soit fait de sorte à ce que l'on ait des éléments concrets et qui puissent être utilisés par les instances de réglementation et par les décideurs.
Nous savons qu'il y a des essais cliniques au Royaume-Uni sur un protocole de mélange AstraZeneca et Pfizer et nous avons hâte d'avoir accès à d'autres études sur des mélanges entre d'autres produits pour ces protocoles. Je voudrais ajouter quelque chose très rapidement, Christian. À propos de la standardisation des essais, vous le savez, il y a une étude qui a lieu au Royaume-Uni sur le mélange AstraZeneca et un vaccin ARN messager, le Moderna, le Pfizer, et le résultat que l'on cherche, c'est l'immunogénicité. Ce n'est pas un essai sur l'efficacité, mais comparaison d'immunogénicité. Et nous n'avons pas de définition de la protection comparative pour l'utilisation de ces vaccins dans des essais ou pour tester les personnes et les anticorps pouvant les protéger de la maladie. Il faut définir cette base. Il faut que toutes les études se fassent sur la base des mêmes normes, sinon on ne peut pas comparer les résultats des essais. Dès lors que l'OMS aura établi cela, nous avons le comité d'experts sur les normes biologiques qui fixe les normes de nombreux produits et ils le font assez rapidement pour les anticorps notamment neutralisants. Et nous avons l'Institut de normes biologiques britannique avec lequel nous travaillons. Et la norme internationale OMS existe maintenant à la disposition de tout concepteur de vaccins qui fait ces tests. Et nous encourageons tout le monde à utiliser la norme internationale OMS et à communiquer les résultats de ces tests en utilisant ces unités internationales qui ont été définies. Cela nous permettra de comparer les différentes études et d'évaluer la protection de ces différents protocoles de mélange, mais aussi de tester de nouveaux vaccins mis au point contre des variants et des vaccins potentiels également. Donc je tenais à signaler qu'il existe ces normes internationales développées par l'OMS et nous encourageons tout le monde à les utiliser. Merci, Dr Swaminathan. Simon Ateba, Today News Africa. Vous avez la parole. Merci. Simon Ateba de Today News Africa à Washington. On manque de doses d'AstraZeneca dans le monde entier. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est du déploiement de doses de la COVAX en Afrique? Combien de doses ont été envoyées en Afrique à ce stade? Que va-t-il advenir de ceux qui ne peuvent recevoir qu'une première dose? Merci, Simon. Dr. Elwood, merci de cette question. Comme vous le savez certainement, parmi les priorités du dispositif COVAX, il y a le fait de veiller à ce que tous les pays puissent avoir un accès équitable aux vaccins. Et à ce stade, comme vous le savez certainement, le dispositif COVAX a distribué plus de 38,7 millions de doses et nous pensons passer le cap des 40 millions à la fin de la semaine. 33 pays de l'Union africaine ont reçu des doses à ce jour du dispositif COVAX et il y en a 5 ou 6 qui vont les recevoir, ce qui fera une quarantaine de pays qui les auront reçus d'ici la fin de la semaine. Et la moitié des doses du COVAX auront été destinées à des pays d'Afrique. Donc à ce stade, cela fait quasiment 17 millions de doses et on va arriver à 18-19 millions de doses d'ici la fin de la semaine. Quant à la question générale des approvisionnements en vaccins, ça reste un défi, comme vous le savez. La multiplication des flambées entraîne de grosses demandes, notamment en Inde,
auprès du SI, qui est un des principaux fabricants, un des principaux fournisseurs du COVAX. Nous savons que l'Inde fait le maximum pour répondre aux besoins de sa population, tout en permettant aux doses du SI d'être acheminées vers le COVAX. Donc il y a un véritable engagement en la matière. Nous fournissons également de l'AstraZeneca directement via le COVAX. Ces 2 dernières semaines, nous avons vu une augmentation du déploiement de ces produits. Et si on voit les pays qui reçoivent de l'AstraZeneca, les nombres sont en forte augmentation. Il faut évidemment voir quelle est la meilleure façon de distribuer les doses provenant du SI, notamment pour que tous les pays, y compris les pays d'Afrique, puissent être approvisionnés. Mais la réalité est que la situation en matière de fourniture de vaccins reste fragile. Ça reste un défi, d'autant que la demande reste très forte. La bonne nouvelle, nous en avons d'ailleurs déjà parlé, c'est que l'intervalle entre la première et la deuxième dose peut être étendu à 12 semaines pour l'AstraZeneca, voire un peu plus, ce qui donne un peu plus de temps pour s'assurer que tout le monde reçoit la deuxième dose. Mais dans l'idéal, nous aimerions ne pas dépasser cet intervalle et nous faisons le maximum pour acheminer les doses nécessaires de l'AstraZeneca, puisque c'est ce qui a été envoyé via le COVAX. Merci, Dr. O'Brien. Je voudrais ajouter une ou deux choses à ce que vient d'expliquer Bruce à propos de la distribution des doses dans différentes régions du monde. Nous donnons des indications aux pays sur la façon d'utiliser ce qui leur a été envoyé pour vacciner le plus grand nombre, étant entendu qu'il y aura d'autres approvisionnements pour couvrir la deuxième dose. Mais cela montre bien, et nombreux sont ceux qui l'ont dit à de multiples reprises, c'est que alors que le déploiement des vaccins se fait, nous devons justement ne pas oublier les autres mesures pour réduire la transmission, notamment les gestes barrières, parce que nous donnons ainsi la meilleure chance aux vaccins d'apporter la protection qu'ils peuvent apporter dans l'ensemble des populations. Lorsque, outre l'augmentation de la vaccination, nous réduisons la transmission, ce qui réduit également la probabilité de l'apparition de variants qui pourraient ne pas répondre à l'immunité produite par les vaccins. Donc nous le disons, nous le redisons, nous voulons tellement reprendre une vie aussi normale que possible alors, lorsque tout le monde sera vacciné, mais ce n'est pas maintenant qu'il faut relâcher la tension, il faut être d'autant plus prudent pour ne pas relâcher les autres mesures trop tôt, éviter les foules, les gestes barrières et autres. Je tiens à le redire, et notamment quand se pose la question de la fourniture des deuxièmes doses et l'intervalle idéal entre les premières et deuxièmes doses. Merci, Dr. Van Kerkhove. Merci, Kate. Je voulais ajouter quelque chose. Nous devons dire et redire, et nous avons besoin de votre aide, ceux d'entre vous qui écrivez des articles après nos conférences de presse. Il faut des grands titres sur l'utilité de ces mesures de santé publique, sur les outils qui sont en notre possession, qui peuvent éviter les infections et sauver des vies. Nous sommes à un stade critique de la pandémie. La trajectoire de la pandémie est à la hausse. Cela fait 7 semaines d'affilée que nous avons plus de 4 millions de cas nouveaux par semaine. Il y a un an, c'était 500 000 qui étaient signalés chaque semaine. La semaine dernière, nous en avons eu 4,4 millions. Si vous allez voir sur notre site web la trajectoire de la pandémie, vous verrez qu'elle est en hausse rapide. Et nous ne voulons pas être dans cette situation
16 mois après le début de la pandémie, alors qu'il y a des mesures de lutte qui ont fait leur preuve. Le moment est venu où maintenant tout le monde doit se montrer réaliste et faire ce qu'il faut. Le directeur général vient de rappeler ce que nous devons faire. Tous les jours, nous vous le disons, nous vous le répétons. Les vaccins sont en cours de déploiement, mais ils ne sont pas encore suffisants, ils ne sont pas partout. Il y a beaucoup de mesures concrètes qui sont prises pour accroître la capacité de fabrication et de déploiement de vaccins, mais à ce stade, il y a tous les autres outils et il faut les utiliser. Allez voir vos réseaux sociaux, allez voir ce que font les gens et faites-vous ce que vous pouvez faire pour assurer la sécurité de vous-même et des autres. Il faut que les gouvernements aident les personnes pour que les mesures barrières soient utilisées de façon constante, cohérente dans l'ensemble des territoires. Parce que sinon, il y a pas mal de messages qui entraînent une certaine confusion quant à ce qui doit être fait. Il y a un an, nous avons donné des indications sur l'adaptation des mesures de santé publique. Et parmi les 6 choses que nous avons mentionnées, nécessaires, c'est l'existence d'un système pour savoir où se trouve le virus. Est-ce que vous avez de bons systèmes de veille pour savoir où circule le virus? Est-ce que vous avez des capacités dans vos systèmes de santé qui permettent de détecter le virus très vite, suivre les contacts, mettre les personnes en quarantaine et les suivre, traiter les personnes qui en ont besoin? Est-ce que vous avez des mesures pour minimiser l'étendue des flambées et les mesures à prendre à l'intérieur des locaux? Est-ce que vous avez des mesures de prévention sur le lieu de travail, dans les écoles? Toutes les mesures de distance physique, de ventilation, de communication à l'intention du personnel ou des personnes accueillies. Est-ce que vous avez géré le risque d'importation alors que les voyages reprennent? Est-ce que les communautés sont vraiment totalement impliquées? Toutes ces 6 mesures que nous avons citées doivent continuer à être appliquées. Si vous examinez la trajectoire de l'épidémie dans votre pays, vous pouvez évaluer la situation, voir ce qui doit être fait. Chacun doit jouer son rôle au plan individuel, mais il faut que les gouvernements nous aident à le faire. Il y a eu une hausse de 9% de la transmission la semaine dernière. Cela fait 7 semaines d'affilée que cela augmente et une hausse de 5% des décès. Nous ne voulons pas que ça se poursuive et nous devons prendre les choses très au sérieux. Il y a les vaccins, mais ça ne suffit pas. C'est les vaccins plus le reste. Qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger et protéger ceux qui vous entourent? Merci beaucoup de ces précisions. Priti Patnaik, New Humanitarian. Priti Patnaik, do you hear us? Please unmute yourself. Can you hear me? Now it's good. Yes, please go ahead. Yeah, this is Priti from Geneva Health Files. Priti de Geneva Health Files. La semaine dernière, on a dit que le groupe de travail sur la fabrication des vaccins avait été créé sous l'égide du COVAX. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Est-ce que ce groupe de travail va se pencher uniquement sur les transferts bilatéraux de technologies pour augmenter la capacité de fabrication de vaccins? Et si tel est le cas, est-ce que cela va affaiblir le Access Pool aux technologies de la COVAX qui essaie d'encourager les accords de licence non exclusives? Merci, Priti. Dr Swaminathan. Merci d'avoir posé cette question. Elle est très importante. Et pour revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure en réponse à une autre question, nous allons vous donner plus d'informations sur ce groupe de travail sur la fabrication des vaccins dans les jours qui viennent. Mais à l'heure actuelle, nous travaillons avec les partenaires, notamment le CEPI, mais également Gavi et UNICEF, pour déterminer les principales mesures à prendre. Le but, évidemment, est d'augmenter les approvisionnements en vaccins pour pouvoir vacciner davantage et le plus rapidement possible. Et pour cela, il faut faire un certain nombre de choses dans l'immédiat pour
éliminer certains obstacles. Par exemple, se pencher sur la matière première, les ingrédients et les objets, les articles en plastique qui viennent à manquer parce qu'il y a insuffisamment de fabricants et la demande dépasse largement l'offre. Il y a aussi des restrictions aux exportations imposées par certains pays pour certains de ces produits qui posent problème pour certains fabricants. La première chose à faire, déterminer quels sont ces besoins critiques, là où il y a de véritables pénuries, essayer de trouver la solution, trouver de nouveaux fabricants de ces produits, mais aussi travailler avec les gouvernements pour éviter les restrictions aux exportations de ces produits. Et c'est là que l'OMC, les règles commerciales vont jouer leur rôle. Ensuite, il faut voir comment augmenter la capacité de fabrication des vaccins déjà homologués. Nous avons vu un certain nombre de fabricants qui ont pris leurs propres dispositions. AstraZeneca, par exemple, travaille avec plus de 8 sociétés dans le monde, mais tout le monde ne l'a pas fait. Nous voulons encourager les sociétés à se lancer davantage dans ce système de licence volontaire. Et c'est là que le CITAP a son rôle à jouer. Il y a donc un lien avec le système d'accès aux technologies Covid qui travaille étroitement avec le Medicines Patents Pool, qui dispose des connaissances et de l'expérience nécessaires pour ce type d'accord de licence, accord juste, transparent, et surtout, ils doivent s'assurer que les doses supplémentaires vont passer par le COVAX pour aller aux pays qui en ont besoin, à savoir qu'il y aura une répartition équitable des doses supplémentaires qui seront fabriquées. C'est pour cela que travailler avec un intermédiaire tel que le CITAP et le Medicine Patents Pool est très important. Troisième axe de travail de ce groupe de travail, élargir la capacité de fabrication fondamentale dans de nombreuses régions, par exemple en Afrique, les endroits où la capacité est très limitée. Pour cela, il va y avoir un certain nombre de choses à faire, investir. Il va falloir préparer le projet économique, faire du transfert de technologie. Ça prendra probablement 6 à 12 mois à être mis en place, mais les autres mesures qui peuvent être prises plus vite pourraient déjà porter des fruits dans les 2 à 3 mois. Il va donc s'agir d'une approche intégrée avec des objectifs à court, moyen et long terme dans le but unique d'augmenter les approvisionnements en vaccins contre la Covid, mais aussi pour d'autres maladies. L'Afrique a besoin criant de vaccins contre des maladies encore très répandues sur le continent. La fièvre jaune, la fièvre de Lassa, l'Ebola. Il y a donc un potentiel énorme de fabrication de vaccins sur le continent, de vaccins contre d'autres maladies, pour que le continent à terme soit autosuffisant. C'est là l'objectif et on va vous en dire davantage dans les jours qui viennent. Merci, Dr Swaminathan. Ankit Kumar, India Today. Si je voulais poser une question sur le remdesivir, quelle est la position de l'OMS sur son utilisation? Est-ce qu'il y a des essais cliniques montrant que c'est efficace contre la Covid? Parce qu'il y a beaucoup de demandes de remdesivir de la part d'acteurs qui ne peuvent pas l'obtenir. Dr Swaminathan. Je vais donner un premier élément de réponse. Si Janet Diaz est là, elle pourra compléter. Le groupe d'élaboration de directives de l'OMS présentait des directives. Nous avons ces directives évolutives. Chaque fois que l'on a des preuves suffisantes de l'efficacité d'un médicament, nous actualisons ces directives. On l'a fait pour le remdesivir il y a quelques mois. Sur la base des informations dont nous disposions issues de 5 essais qui avaient été réalisés, dont les essais Solidarity.
plus gros essais sur un grand nombre de pays. Et cela a montré, en gros, que le remdesivir administré à des patients hospitalisés ne réduisait pas les taux de mortalité, ne faisait pas baisser la durée d'hospitalisation et n'affectait pas l'évolution de la maladie et n'empêchait pas que les patients aient besoin d'apport en oxygène et autres. Voilà, ce sont les résultats auxquels on est parvenu. Il y a des études plus limitées qui ont montré que pour certaines catégories de patients, il peut y avoir quelques petits avantages. Les patients qui ont besoin de peu d'apport en oxygène, pour lesquels le taux de mortalité pourrait être légèrement réduit, mais c'est un tout petit sous-groupe. L'essai Solidarity dure, vous le savez, depuis près d'une année. Et les dernières données sur le remdesivir sont en cours d'analyse. Plus de 4500 patients ont testé le remdesivir avec autant en placebo. C'est donc un très gros essai et les résultats devraient pouvoir être mis à jour dans les semaines à venir. Mais je vous renvoie aux directives publiées par l'OMS qui résument bien tous les essais sur le remdesivir, aboutissant à la recommandation que l'on n'a pas suffisamment d'informations concluantes sur son utilité chez des patients hospitalisés. Mais bien sûr, nous suivrons de près toute nouvelle donnée qui sera communiquée et nous mettrons à jour ces directives si besoin. Merci. Le docteur Diaz n'est pas là, mais le docteur Van Kerkhove va compléter. À propos des directives dont vient de parler Soumia, ces directives évoluent. Il y en a sur le remdesivir qui date de novembre. Nous avons à l'heure actuelle, sous condition, recommandé la non-utilisation du remdesivir chez les patients hospitalisés, quel que soit le degré de gravité de la maladie, car rien ne prouve que cela améliore le pronostic. Mais comme l'a dit Soumia, comme pour d'autres traitements, nous suivons les essais cliniques en cours et ces directives sont évolutives. Elles vont être évoluées au fur et à mesure que nous recevrons les résultats de ces autres essais. Merci. Gabriela Sotomayor de Progresso. Merci. Une question et une demande de précision. Le responsable du Centre chinois de lutte contre les maladies a dit que ces vaccins n'apportaient pas une protection très importante. Voici ma question. Il y a beaucoup de pays d'Amérique latine qui utilisent les vaccins chinois. Quel est votre avis sur cette situation? Et ensuite, une demande de précision, suite à la question que j'ai posée la semaine dernière. J'ai l'impression que votre message a été mal compris. Les médecins qui sont aux avant-postes face aux patients Covid doivent être prioritaires pour être vaccinés, qu'ils travaillent dans le secteur privé ou le secteur public. Au Mexique, ceux qui travaillent dans les hôpitaux privés auprès de patients Covid ont été écartés, n'ont pas été pris en compte. Je voudrais bien une précision à ce propos. Merci. Dr. O'Brien. Merci de votre question. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de vaccins utilisés de par le monde dans différents programmes et tous ces vaccins sont accompagnés d'une autorisation d'utilisation d'urgence avec une poursuite de l'évaluation de leur efficacité à partir d'essais randomisés et nous utilisons les éléments issus de l'utilisation courante des vaccins. Dans les essais randomisés, il y a différents taux d'efficacité des vaccins, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que les vaccins sont tous arrivés au niveau minimum fixé par l'OMS pour déterminer qu'un vaccin est efficace pour lutter contre la pandémie. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que lorsqu'on compare les résultats donnés par un vaccin à ceux donnés par un autre, en dépit de définitions de cas standardisées, cela ne signifie pas nécessairement que
les définitions des cas ont été utilisées de la même façon, standardisée entre les différents essais. Il est donc assez difficile de comparer les résultats quantitatifs obtenus entre différents produits. Et ensuite, pour quasiment tous les vaccins, les résultats ont montré que l'efficacité est plus importante pour les formes graves de la maladie. Chaque vaccin a montré une efficacité importante contre les formes graves de la maladie, la nécessité d'être hospitalisé. Et pour ce qui est des formes plus bénignes de la maladie, allant jusqu'aux formes asymptomatiques, pour la plupart des vaccins, le degré d'efficacité est moindre. Je crois que ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous manquons de vaccins dans le monde entier. Nous essayons de voir quelle est la meilleure façon d'utiliser chacun des vaccins. Vous avez parlé de résultats sortis récemment, ces derniers jours, à propos du vaccin Sinovac et des résultats d'essais suite à des essais cliniques et dans l'utilisation courante. Et cela a donné une fourchette de résultats selon la forme de la maladie, bénigne ou plus grave, avec cette fourchette quant à l'efficacité par rapport au degré de la maladie. Et à ce stade, ce que nous voulons avant tout, c'est diminuer les hospitalisations, les cas graves, les décès, et c'est l'efficacité contre ces formes graves de la maladie qui est la plus importante. Voilà les choses qu'il faut retenir lorsqu'on parle de comparaison entre vaccins. Le fait qu'il nous faut avant tout des produits qui répondent aux critères fixés par l'OMS sur l'efficacité des vaccins dans le cadre de programmes de santé publique, tout en continuant à déterminer la meilleure façon d'utiliser chacun des produits en donnant la priorité aux travailleurs de santé et aux personnes les plus exposées aux formes graves qui sont la cible principale pour pouvoir protéger les systèmes de santé et pour limiter le plus possible les cas graves et les décès. Merci beaucoup d'avoir apporté ces précisions. Nous allons maintenant entendre la dernière question. Il s'agit de Konstantinos Davanis de Greek Public TV. Merci. Comme d'autres pays européens, la Grèce vient de commencer à distribuer des autotests dans les écoles et dans le public. Donc, est-ce que la chaîne de transmission peut être rompue dans des situations difficiles en augmentant le nombre d'autotests? Ce que j'aimerais savoir, c'est dans quelle mesure les autotests sont utiles pour réduire le nombre de cas. Et une autre question qui découle de la première et qui se pose dans beaucoup de pays, comment est-ce que l'on va gérer les déchets générés par ces autotests? Est-ce qu'il y a des directives énoncées par l'OMS concernant la gestion des déchets des autotests? Est-ce que les autotests sont dangereux, par exemple, si quelqu'un a été testé positif? Merci. Merci beaucoup, Konstantinos, et je vais demander à Maria de répondre. Merci. Nous n'avons pas répondu à la dernière partie de la question concernant les agents de santé. En fait, lorsque nous parlons d'agents de santé, nous voulons dire tous les agents de santé, quel que soit le milieu où ils travaillent. Donc, il faut veiller à ce que tous les agents de santé soient vaccinés dans tous les pays avant de vacciner le reste de la population. Donc, je vous remercie de m'avoir donné la parole, ce qui m'a permis d'apporter une réponse à cette autre question. Maintenant, pour ce qui est des autotests. Je crois que votre question concernant les déchets est importante. Mais auparavant, j'aimerais dire une chose. Je pense que ce qui est particulièrement intéressant pendant cette pandémie, c'est de constater que des innovations tout à fait intéressantes ont vu le jour. Et c'est vraiment une période passionnante pour ce qui est des avancées et des progrès qui nous permettent de détecter le virus.
Il y a eu des innovations tout à fait fascinantes qui ont été faites dans le domaine des tests. Il s'agit de tests qui sont faciles à utiliser. Quelqu'un qui n'est pas formé peut très bien utiliser ces autotests, que ce soit vous ou moi. Mais bien sûr, nous devons veiller à ce que ces autotests soient précis, qu'ils soient fiables, qu'ils soient d'une bonne qualité, que leur qualité soit assurée et qu'ils soient faciles à utiliser. Alors, il y a beaucoup d'autotests sur le marché et tous n'ont pas les mêmes résultats. Il y a des autotests qui sont encore en cours d'évaluation. Nous-mêmes, nous allons évaluer les autotests en question à l'avenir parce que les tests doivent être menés de manière stratégique dans les pays. L'utilisation des tests pour endiguer la Covid doit s'accompagner de mesures de santé publique. Simplement tester ne sert à rien si on ne sait pas qui a le virus. Il faut que l'on sache qui a le virus, qui a été contaminé pour pouvoir prendre en charge les personnes en question. Donc je crois que c'est quelque chose de très important. Maintenant, étant donné que nous avons des autotests qui apparaissent sur le marché, nous devons rappeler tous ces éléments. C'est quelque chose d'important. Maintenant, pour ce qui est des déchets, la charge virale qui est utilisée pour ces autotests est relativement basse. Il est important de suivre scrupuleusement les instructions du fabricant. En général, on demande, lorsque l'on veut jeter les autotests en question, de les mettre dans un récipient fermé, hermétiquement fermé. Je crois qu'il est très important, et je le souligne, que les tests doivent être menés de manière stratégique et que l'on doit utiliser tous les outils à notre disposition. Il faut que les outils en question soient fiables et précis. Merci. Le modérateur, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous remercie également d'avoir répondu à la fin de la dernière question. Nous sommes maintenant au terme de cette séance de questions et réponses. Je vous remercie de votre participation. Nous allons vous envoyer les fichiers audio ainsi que les remarques du directeur général qui seront affichés sur le site web de l'OMS demain matin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de contacter l'OMS à Media Inquiries. Voilà, je donne à nouveau la parole au Dr Tedros pour quelques mots en guise de conclusion. Dr Tedros, merci beaucoup, Christian. Avant de terminer, j'aimerais dire quelques mots. La pandémie de Covid-19 a montré que les capacités mondiales de fabrication n'étaient pas suffisantes afin d'acheminer des vaccins et d'autres produits médicaux essentiels de manière rapide et équitable pour que ceux qui en ont le plus besoin puissent en bénéficier. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec plusieurs dirigeants africains pour réfléchir à la manière dont nous pourrons augmenter la production locale de vaccins. Cette réunion a été très encourageante et il a été très encourageant d'entendre le président du Rwanda ainsi que le président de l'Afrique du Sud, le président du Sénégal parler des mesures concrètes qu'ils ont prises jusqu'à présent pour commencer une production au niveau local. Comme vous le savez, au début de la pandémie, les pays africains ont coordonné leurs efforts pour mettre en place une approche commune contre la pandémie. Et maintenant, ils mettent en place une approche coordonnée pour renforcer la fabrication. Investir dans des systèmes et des procédés de fabrication sûrs et durables est essentiel si nous voulons mettre en place des programmes de vaccination et si nous voulons bâtir des systèmes de santé solides et résilients capables de faire face aux situations d'urgence sanitaire de demain. Pour faire face à ces défis, l'OMS et ses partenaires ont mis sur pied l'équipe spéciale du mécanisme COVAX qui a pour but d'augmenter l'approvisionnement à court terme, mais aussi de mettre en place une plateforme pour que la fabrication des vaccins se fasse de manière équitable et pour avoir un approvisionnement équitable sur le long terme. Ce que nous devons faire aujourd'hui aura des répercussions demain. Nous devons absolument aider les pays à évaluer la faisabilité de la production locale et à avoir accès aux technologies et au savoir-faire. J'aimerais également exprimer ma solidarité avec le peuple de l'île des Caraïbes de Saint-Vincent qui ont dû être évacués en raison d'une activité volcanique pendant le week-end. D'après les experts, il risque d'y avoir d'autres éruptions volcaniques et l'OMS est prête pour apporter son aide au gouvernement et à la population de Saint-Vincent et les Grenadines de toutes les façons possibles. Enfin, j'aimerais souhaiter à tous les musulmans Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Merci.